Yeah. Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce premier webinaire de la série Enjeux et défis des entreprises fruitières de la relève. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche-action qui est mené actuellement conjointement par le Centre d'innovation sociale en agriculture et le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Donc, tant le projet que ce webinaire ont été rendus possibles grâce à la participation financière du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour ce premier volet, nos présentateurs Philippe Franquimbault, qui est enseignant et chercheur au CISA, et Geoffroy Ménard, qui est aussi chercheur et conseiller en gestion pour le CETAD+, vont partager avec vous les faits saillants de la recherche qui se concentre aujourd'hui essentiellement sur les aspects de la viabilité financière. Donc, les prochains rendez-vous vont aborder quant à eux les sujets de la main-d'œuvre le 28 novembre prochain et celui de la mise en marché le 5 décembre prochain. Avant de passer la parole à nos chercheurs, voici quelques informations importantes qu'on aimerait partager avec vous. D'abord, notez que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir le rendre disponible pour une écoute ultérieure. Après la présentation des résultats, environ vers 12h45, une période de questions et d'échanges va suivre. On vous demande, si possible, de retenir vos questions pour cette période pour une meilleure expérience du webinaire. Si toutefois vous avez peur d'oublier vos questions, on vous propose de l'écrire dans la fenêtre de conversation. On va pouvoir toujours y revenir au moment de la période de questions. Donc, si vous avez aussi la possibilité d'activer vos caméras à ce moment, euh, ça aussi pour une meilleure expérience, autant pour nos présentateurs que pour le grand public, ce serait très gentil à vous. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Philippe Franquimbault et Geoffroy Ménard. Merci Kathleen pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je commence la présentation. Voici ce qu'on vous présente aujourd'hui. Une petite mise en contexte là, du projet de recherche. On vous présente un peu la méthodologie de recherche là, qu'on a utilisée pour les deux volets là, au CISA et au CETAB. Un bref portrait des entreprises qui ont participé à la recherche pour situer un peu le contexte. Puis après, on rentre dans le vif du sujet qui est la viabilité financière des entreprises, qui est un des aspects qu'on a exploré avec eux dans les derniers mois. Puis on finit avec une période de questions. Donc, pour la mise en contexte, on voit, nous autres, on a commencé cette étude-là de façon préliminaire dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelait Vitaliser les territoires par l'établissement de la relève agricole. C'est un projet qu'on a fait de 2020 à 2021 où on s'intéressait euh, au, euh, au- on essayait de documenter les parcours d'établissement de la relève agricole. Puis, parallèlement à ça, on accompagnait trois partenaires qui développaient des initiatives pour aider l'établissement de la relève agricole. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a les enjeux plus spécifiques à la production fruitière, au démarrage en production fruitière, ont ressorti. Donc, vers la fin de cette étude-là, on a commencé déjà à explorer euh, euh, avec des entreprises fruitières quels étaient ces enjeux-là. Donc, puis parallèlement à ça, on a démarré un programme en production fruitière à l'Institut national d'agriculture biologique. Donc, on a maintenant des finissants qui ont commencé à faire des démarrages en production fruitière, puis on voyait via ces élèves-là là, les enjeux qui se présentaient là, plus spécifiquement à la production fruitière. Si vous avez de l'intérêt pour ça, il y a une série documentaire là, qui a été tournée. Là, vous avez accès à ça via la chaîne YouTube du CISA sur le projet précédent. Ça nous amène au projet qui nous concerne aujourd'hui, le projet de recherche qui est comment favoriser l'établissement, le développement et la pérennisation des entreprises fruitières de la relève agricole. Donc,
en gros, dans ce projet-là, ce qu'on cherche à voir, c'est dans un premier temps, quels sont les enjeux qui sont spécifiques à l'établissement de la relève agricole en production fruitière spécifiquement. Puis, dans un deuxième temps, ben, on veut travailler avec les acteurs du milieu pour prioriser, puis trouver des solutions, là, des initiatives pour aider cette relève-là, là, ou les gens qui demandent de la production fruitière. Donc, on a terminé la collecte de données, on vous présente les résultats, puis une partie des résultats aujourd'hui, puis dans la prochaine année, on va être dans une dynamique d'atelier de co-construction là, pour développer des initiatives et des solutions. J'ai envie de préciser peut-être, si tu me permets, Philippe, à ce stade-ci du projet, on est dans la description des défis et des enjeux pour les entreprises. On n'est pas d'une démarche où on tente d'identifier les facteurs de succès ou comment est-ce que les entreprises font actuellement pour mieux s'en sortir. On essaie de sortir ça au travers, mais ce n'était pas le but premier. C'est plus de faire un portrait et d'identifier quelles sont les difficultés actuelles. Après ça, en une deuxième étape, on va être à la recherche de solutions et on va essayer que ça soit intégratif, de faire appel à tous les gens comme vous, nos participants, les intervenants du milieu, là, pour participer à la réflexion collective. Exact. Bon point. Merci, Geoffroy. Vous allez voir quand même qu'on a des pistes de solutions. On a identifié des fois avec les gens qu'on a passés en entrevue des stratégies là, ou des innovations qui les aidaient, mais effectivement, l'aspect plus solution et ceux qui performent, on va essayer de voir ça plus dans la deuxième phase. Rapidement, nos partenaires de recherche dans ce projet-là, le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais, le CREDETAO, la Corpo de développement socio-économique de Saint-Camille, Culture Innove et le Motel agricole des Basques participent avec nous dans ce projet de recherche. Donc, au niveau de la méthodologie, on a fait ce projet-là conjointement, le CISA et le CETAB. Donc, on a vraiment amené les deux approches là, qui sont complémentaires. Donc, au CISA, on s'est occupé, on a pris en charge plus le volet de recherche qualitative. Donc, ça s'est fait par une série d'entretiens avec des entreprises en démarrage et des conseillers. Puis, on voit, c'est sur ces enjeux-là qu'on les questionnait. Donc, sur la viabilité financière, la mise en marché et la main-d'œuvre. Donc, l'idée des 3 webinaires, on vous présente ça en 3 temps. Pour ce qui est du setup, ben, ils ont été plus sur le volet quantitatif, donc aller chercher de la donnée sur ces différents éléments-là. On voit, là, ça s'est fait sous forme de sondage, entre autres. Puis, on voit le. En gros, je vous ai mis ce qu'on va aborder aujourd'hui. OK, parfait. Pour ce qui est de l'échantillonnage, j'ai sauté. On voit un peu, comme je disais, nous autres, au CISA, on a fait une série d'entretiens. Donc, on a passé en entrevue une quinzaine d'entreprises fruitières qui ont moins de 10 ans d'existence, puis une dizaine de conseillers qui sont spécialisés pour accompagner la relève ou qui offrent du service conseil spécifiquement en production fruitière, donc des conseillers qui ont accompagné des démarrages puis qui ont vu un peu là, les défis. Pour ce qui est de la collecte de données quantitatives, ben, c'est des sondages qui ont été faits auprès de 25 entreprises fruitières qui ont partagé leurs informations, là, leurs données. Donc, ce que Geoffroy va vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur cette collecte de données-là. Puis, il faut dire aussi que le CETAB participait aussi aux entretiens. Donc, c'est le CISA qui s'occupait vraiment du volet qualitatif, mais pendant les entretiens avec les conseillers, puis les entreprises avaient toujours quelqu'un du CETAB, donc ça a bonifié aussi leur collecte de données d'être là. C'est pas juste Philippe et moi qui sommes là-dessus. Il y a Catherine Théberge du CISA, Audrey Roy du CISA que vous pouvez voir à l'écran, puis d'autres personnels de soutien, là, Mélodie Laroche, notamment une étudiante là, qui nous ont aidés sur la collecte des données, analyse aussi un peu. Là, donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Exact. Donc,
comme j'expliquais, une méthode de collecte de données quantitative puis qualitative. Donc, pour ce qui est de la donnée quantitative, ben, ça a été de la sollicitation directe d'entreprises suggérée par des partenaires et des conseillers. Donc, on est allé sonder là, ces gens-là pour qu'ils nous recommandent des entreprises. On les a sollicités, puis on leur a demandé de partager leurs données là, sous forme de sondage. Pour ce qui est du qualitatif, il faut dire que c'est un échantillonnage qui est non probabiliste, c'est-à-dire qu'on est allé un peu, selon l'expérience qu'on avait, pour réduire un peu l'échantillonnage. Donc, on sélectionnait des fermes qui avaient moins de 10 ans d'existence. On ciblait aussi des entreprises qui avaient soit une diversité de production ou qui étaient dans des productions émergentes ou qui étaient à échelle un peu plus familiale, on va dire. On a exclu finalement des entreprises là, bien établies qui sont là depuis 40 ans ou qui ont par exemple 50 hectares de fraises puis qui engagent 100 employés là, pendant la saison. Ça, on ne les a pas passés en entrevue. Donc, c'est important de préciser un peu notre échantillonnage. Puis, pour les intervenants, ben, on est allé, c'est ça, comme je disais tantôt, on a recherché des conseillers, soit qui sont dans le public ou dans le privé, qui soit accompagnent de la relève des projets de démarrage ou qui font du service conseil là, directement chez ces entreprises-là. Geoffroy, as-tu des précisions par rapport à ça, l'échantillonnage, où ça va? Non, tu peux enchaîner. OK, parfait. Donc, on entrerait un peu dans le vif du sujet. Je fais juste une petite introduction. Cette slide-là nous montre que dans l'échantillonnage qu'on a fait au niveau du portrait des entreprises, on voit l'éventail de production là, qui était faite par ces entreprises-là. Donc, Amélange, Argose, Aroni, Bleuet, Corimbe, Bleuet Nain, Cassis, Camerise, etc., etc. Donc, beaucoup. On a finalement touché à peu près à toutes les cultures via les entreprises. Il y en a aussi qui faisaient pas juste de la production fruitière. Donc, il y en a qui cultivaient de l'asperge, de la fleur coupée, de la courge, cerise de terre, melon, rhubarbe, entre autres. Dans notre échantillonnage, les superficies en culture, c'était entre 0,3 et 12 hectares. Donc, ça reste des fermes à petite échelle pour une moyenne de 2,2 hectares là, en culture. Fait que je vais passer la parole à Geoffroy. Il va vous présenter un peu justement là, le portrait des entreprises là, avec quelques chiffres là, pour situer un peu. Oui, ben, ça va nous permettre de voir un peu c'est quoi les entreprises fruitières de la relève. C'est sûr qu'on n'a pas fait un effort particulier là, d'inclure les fraises, framboises, pommes. C'est pas là qu'on sentait que les besoins étaient. On voulait donner un portrait là, des cultures émergentes particulièrement. Avec un échantillon de 25, c'est sûr qu'on n'a pas sur quelques centaines, là, comment dire, en tout cas, c'est ce qu'on a comme données. On espérait avoir moitié reprise, moitié entreprise en démarrage, mais on a trouvé peu d'entreprises, en tout cas intéressées à participer à notre étude. Donc, sur les 25, on en avait seulement 2 qui étaient des reprises. Le reste, tout en démarrage. Donc, on peut penser que la majeure partie des fermes en culture fruitière émergente, là, en tout cas au Québec, se sont démarrées à zéro et il n'y a pas vraiment peu de relève jusqu'à maintenant. En termes de superficie, c'est beaucoup, en majeure partie des petites fermes, autour de plus ou moins 1 hectare. D'habitude, je ne travaille jamais avec des acres, mais là, exceptionnellement, pour ici, c'était comme facile de les regrouper, là, les entreprises. Moins d'1 hectare, de 1 à 2 hectares, 2 à 3 hectares. Puis, il y a un petit groupe d'entreprises, 5 entreprises là, qui avaient, j'ai dit hectares, mais des acres, là, 1 acre, 1 à 2, 2 à 3, 4 à 6 acres. Il y avait un groupe d'entreprises qui était dans ces eaux-là et un autre petit groupe qui avait 15 hectares là, et plus. On en a une là-dedans là, qui avait des
grande surface en bleuet nain, là, parmi d'autres fruits. On ne l'a pas pris spécifiquement parce qu'il faisait du bleuet nain, mais parmi d'autres, ce qui donne des grandes superficies. Donc, ces regroupements-là, ces 5 groupes là, de superficie, je les utilise dans les diapositives à venir là, pour comparer, disons, certaines tendances entre les entreprises. En termes de structure juridique, c'est assez varié. Et quand on rapporte ça aux tailles des entreprises, ben, c'est comme on peut s'y attendre. En fait, les petites entreprises sont davantage là, en travailleurs autonomes. Les entreprises de moyenne taille, davantage en société en non collectif. Et les entreprises incorporées là, sont davantage dans les plus grandes. Est-ce que les fermes sont en propriété ou en location? Bien, la plupart sont en propriété, un petit peu plus de location parmi les petites fermes. Et on a 2 exceptions là, parmi les grandes fermes où les surfaces sont en location. En termes de nombre de propriétaires par ferme, on a à peu près moitié de fermes à propriétaire unique, moitié à 2 propriétaires et 2 exceptions à 3 propriétaires. Et on peut voir aussi là, que c'est davantage les plus petites entreprises qui ont un seul propriétaire et les entreprises plus grandes avec 2 ou 3 propriétaires. Ici, de gauche à droite, c'est des plus petites aux plus grandes entreprises. En termes de nombre d'employés, une des choses qu'on remarque, c'est qu'à toutes les échelles, il y a des entreprises qui n'ont aucun employé, dont les propriétaires sont les seuls travailleurs sur la ferme. Pour les entreprises de plus grande taille, c'est entre autres grâce à la mécanisation. Donc, ça va être davantage que la camerise, par exemple, qui permet une récolte, qui permet une certaine mécanisation de la récolte. Et les plus petites entreprises là, ben, ont souvent un très petit nombre d'employés, mais les entreprises de moyenne taille, là, 4 à 6 acres, c'est elles qui ont tendance là, à avoir un grand nombre d'employés. On avait des entreprises de tous les âges. On les prenait de 1 an, disons celles qui étaient à leur 2e année de production, qui étaient démarrées en 2022. Production, en tout cas, de croissance d'installation. Et les plus vieilles là, étaient démarrées en 2014. Faut avoir ça en tête quand on va présenter plus tard. Je vais présenter des chiffres, le déploiement des entreprises à partir de l'an 1. Ben, il faut avoir en tête que plus on avance dans le temps, même plus notre échantillon d'entreprises qui nous ont fourni des données là, vont diminuer. Et on peut voir aussi là, les teintes nous permettent d'apprécier les différentes superficies. Fait à n'importe quel âge, on a des fermes là, de toutes les superficies. On n'a pas remarqué une tendance dans notre étude à ce qu'il y ait des installations progressives où l'entreprise croît en superficie année après année. Souvent, on a un démarrage dès le départ avec l'implantation de l'ensemble du verger prévu dès le départ. Les entreprises étaient assez diversifiées. Je vous montre ici là, le nombre de cultures fruitières par entreprise. Donc, en haut, les entreprises qui ont seulement une culture fruitière. On en a 11 sur 25. Et en gris pâle, c'est celles qui ont d'autres choses que des fruits. En gris foncé, ils faisaient seulement des fruits. Donc, les entreprises là, qui ont 1, 2 ou 3 cultures fruitières sont celles qui faisaient d'autres choses aussi, c'est la plupart du temps des légumes. Tandis que celles qui avaient 4 à 6 cultures fruitières là, étaient spécialisées dans les fruits. On en a une là, qui avait 7 cultures fruitières et d'autres choses que des fruits. En termes de, les cultures, Philippe vous les a nommées tantôt au début. Je vous les montre ici là, en ordre d'importance en termes de nombre de parcelles. Okay? Fait que une ferme qui fait une culture, c'est une parcelle. Donc, on avait 10 fermes qui faisaient de la camerise
Et ensuite de ça, en ordre d'importance par nombre d'entreprises qui en font, framboises, fraises, raisins de table, pommes à mélange, etc., argouses, poires, bleuets, sureaux, noisettes, cassis et les autres, il y avait juste seulement une entreprise qui les faisait. Ici, on voit, j'ai changé l'ordre pour mettre en haut celles dont les superficies sont les plus importantes au total pour l'ensemble des entreprises. Et ici, on voit les moyennes de superficie selon la culture. Donc, la Camerise tend à être des assez bonnes parcelles en production, des 2 hectares et demi en moyenne. Et ensuite de ça, bleuet, sureau. Fait que tout en passant, on va vous rendre disponible, je ne me rappelle plus si Kathleen vous l'avait dit, on va vous rendre disponible le diaporama, vous aurez le loisir de les regarder plus en détail, mais vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de Teams en bas à gauche. Là, vous pouvez vous-même vous déplacer entre les diapositives. Et quand vous ferez ça, vous aurez un petit bouton là, pour revenir vous synchroniser au présentateur. En ce qui concerne la régie de production, je m'attendais à ce qu'il y en ait moins, mais on avait presque la moitié, disons, le tiers des entreprises environ qui étaient en culture biologique. C'est-à-dire des entreprises, on y allait par parcelle, parce qu'une entreprise peut avoir certaines cultures bio et d'autres conventionnelles. Donc, sur 59 parcelles en culture fruitière, on en avait 25 biologiques. Et quand on regarde ça par culture, dans le fond, c'est assez réparti, là. Chaque culture a des parcelles soit en bio, soit en conventionnel. Bon, en ce qui concerne la maturité des vergers, il y en avait à peu près la moitié là, qui était rendue, disons, dans leur vitesse de croisière de production. On part à partir de l'an 5 ou l'an 6. Et environ le quart là, qui était pas encore du tout en production et un quart qui commence. Quand on rapporte ça par culture, là, on voit que ça va. C'est assez diversifié, là, l'état des productions de chaque culture. Vous constatez qu'on a une grande hétérogénéité dans notre échantillon. Maintenant, l'expérience et la formation des propriétaires. On a constaté que beaucoup des gens qui se démarrent avaient peu d'expérience et peu de formation en agriculture. Donc ici, en vert, on a ceux qui ont une formation et en rouge, ceux qui n'en ont pas. Et de gauche à droite, les années d'expérience agricole que les propriétaires avaient avant de se démarrer en entreprise. Donc, on a et là, c'est les propriétaires, c'est pour ça qu'on en a 30. On avait 25 entreprises, mais on a les informations là, pour 30 des propriétaires. Je rappelle, c'était environ la moitié là, qui avait un seul propriétaire. Donc, presque la moitié des propriétaires qui se démarrent ont 0 année d'expérience et parmi ceux-là, un bon 2 tiers là, n'avaient pas non plus de formation en agriculture. Et ceux qui avaient plus d'expérience ont tendance à être formés également. Fait que vous voyez qu'il y a quand même une bonne diversité là aussi dans les entreprises, mais quand même un bon nombre là, qui se démarrent avec peu de bagages pour l'exploitation de leur culture. L'âge des exploitants aussi est varié, mais on voit qu'il y a une tendance là, à avoir des gens dans la trentaine qui se démarrent. Est-ce qu'il y a un effet prime à l'établissement qui finit à 40 ans? Étant donné qu'il y a que la moitié environ des propriétaires qui sont éligibles parce que les autres n'ont pas de formation, je ne sais pas, mais on voit là, il y a une espèce de cloche là, malgré notre petit échantillon. Autour de la trentaine et trois à la fin, 3 propriétaires qui sont à la fin de la soixantaine. Donc, voilà, c'était un portrait en rafale avec des chiffres. Je pense que ça vous situe là, voir le genre d'entreprise qu'on a échantillonné et probablement là, qui
ça reflète un peu, malgré notre petit échantillon, ça reflète des entreprises du Québec. On va vous partager maintenant là, les résultats là, au niveau des défis que les entreprises vivent à commencer. Dans le fond, de la façon qu'on va fonctionner, Philippe va vous présenter ce qui est le plus ressorti dans les entretiens. Puis après ça, je vais appuyer là, avec les chiffres sur les mêmes sujets qui viennent appuyer là, les propos plus qualitatifs qui ont été recueillis. Exact. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est on va dire des sous-sections de la viabilité financière. Quand on faisait les entretiens, on questionnait les participants sur le financement du projet, comment ils ont financé leur projet, quels sont les investissements qu'ils ont dû faire depuis le démarrage, quels sont les enjeux financiers, les enjeux de rentabilité. On les questionnait aussi sur leur chiffre d'affaires et les revenus d'entreprise. Petit volet sur la régie technique là, pour appuyer certains éléments que je vais vous présenter tantôt. Puis, on termine avec des stratégies, initiatives, une innovation là, qui ressortait. Là. Donc, on a questionné les entreprises en démarrage sur ces aspects-là. On a aussi questionné les conseillers. Donc, les conseillers, ils vont aussi avec les projets qui ont accompagné. Donc, et souvent, ils voient plusieurs firmes. Et c'est intéressant aussi de les questionner sur ces aspects-là. Après, on a croisé. Ce que je vous présente, c'est un mélange de ce que les conseillers nous disaient, puis ce que les entreprises nous disaient aussi. Donc, quand on parle du financement du projet, ce qui ressortait, en gros, c'était ces éléments-là. Donc, plusieurs vont chercher la garantie de prêt avec la financière agricole quand ils sont capables. La prime à l'établissement, qui est un élément important là, pour les moins de 40 ans. Il y en a qui n'ont pas utilisé les garanties de prêt et la prime à l'établissement, soit qui étaient en haut de 40 ans ou d'autres en bas de 40 ans qui ne sont pas allés là non plus pour différentes raisons. Il y en a qui sont allés chercher des prêts avec des institutions financières comme Financement agricole Canada, qui est spécialisé dans l'agricole, ou tout simplement avec leur banque ou la Caisse des Jardins, par exemple. Ensuite, pour financer certains éléments dans le projet, un coup démarré pour de l'équipement, tout ça, il y en a qui vont chercher des aides financières, du MAPAC, par exemple, comme le programme Prime Vert. Il y en a plusieurs qui ont eu accès à ça pour de l'achat d'équipements, par exemple, ou des implantations d'aménagement. Après ça, différents programmes d'aide aussi là, qui sont disponibles dans les MRC, les SADC, qui sont spécifiques là, ou qui varient selon la MRC et les régions. Donc, il y en avait aussi plusieurs là, qui ont passé, qui ont été accompagnés par la MRC ou la SADC. Sinon, beaucoup de travail, vous allez le voir plus tard, là, plusieurs travaillent à l'extérieur pour financer le projet durant les premières années de démarrage et même par la suite quand le projet est en opération. Le Love Money, ça, c'est revenu aussi, la famille ou les proches qui appuient le projet, là, qui aident à financer. Puis, la marge de crédit, il y en a qui ont aussi financé le développement du projet via une marge de crédit. On a eu de ça aussi. Donc, Geoffroy, je te passe la parole. Je vous présente comment se déploient dans le temps là, les investissements. Donc, de gauche à droite, vous avez là, l'évolution dans le temps de l'entreprise, l'an 1 à gauche et l'an 9. Je vous fais remarquer, là, mon N égale, c'est le nombre d'entreprises qui étaient rendues à ce stade-là. Bon, on a des entreprises qui étaient seulement à leur 4e année, donc plus on avance dans le temps, moins notre échantillon est formé de beaucoup d'entreprises. En rouge, on a les apports personnels et en jaune, les subventions. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, dans le fond, l'entreprise se démarre avec les investissements, avec l'épargne des exploitants, des propriétaires, et les subventions arrivent seulement après. Donc, il faut quand même que les entreprises, que les entrepreneurs aient une bonne mise de fonds, un certain coussin financier pour être capable de démarrer le verger, parce que ça va prendre plusieurs années là, avant que les subventions peuvent venir en appui aux investissements. J'ai-tu toi qui as le contrôle encore? Oui. Oui, j'ai switché. C'est pas grave, tu le reprends après celle-là. Recule, s'il te plaît. Oups. Je l'ai repris. C'est beau, je l'ai repris. Maintenant, on a mentionné là, que
les exploitants souvent vont travailler à l'extérieur. On leur a demandé c'était quoi leurs sources. Bon, la grande majorité, c'était les revenus d'emploi. Ce graphique-ci, là, comment il faut le lire? Ben, de haut en bas pour chaque élément. En plus foncé, c'est l'an 1 et vers le plus pâle, c'est vers plus l'entreprise avance dans le temps. Donc, on voit qu'il y a une diminution des revenus d'emploi et des revenus de travailleurs autonomes dans le temps. Donc, les gens se démarquent, continuent de travailler à temps plein et vont graduellement travailler de moins en moins. Par contre, les revenus passifs, les revenus d'immobilier, de placement, ben, demeurent. En fait, ce pas des montants. Oui, c'est ça. J'ai parlé comme si c'était des montants, mais c'est le nombre de fermes qui ont des revenus d'emploi. Donc, ils vont. On va le voir plus tard que le nombre d'heures travaillées à l'extérieur a tendance à diminuer, mais là, c'est en termes de nombre de propriétaires qui ont un revenu d'emploi à l'extérieur. Donc, graduellement, ils cessent de travailler à l'extérieur à mesure que le temps avance, que ce soit là, en emploi ou en travail autonome, tandis que ben, les autres sources de revenus là, vont demeurer dans le temps. Et de loin, là, si on additionne revenus d'emploi et revenus de travail autonome, ben, c'est le travail à l'extérieur qui est généralement la source de revenus principale des propriétaires en début de parcours, mais qui continue dans le temps. Vas-y, Phil. Donc, on parle d'investissements là, qui sont faits les premières années. Donc, pour ce qui est des reprises, ben, habituellement, la plupart du temps, l'équipement, les infrastructures sont déjà en place. Souvent, quand il y a un transfert, c'est assez rare que les anciens propriétaires vont partir avec leur équipement, leurs infrastructures. Mais on n'a pas eu beaucoup dans notre échantillonnage qui avait fait des reprises. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont démarrer, puis ils vont implanter là, la production fruitière sur place. Donc, des fois, ils achètent, il y a une maison, quelques bâtiments agricoles qui peuvent servir, qui vont être rénovés et qui vont être modifiés pour les besoins de l'entreprise. Mais il y en a aussi qui achètent une terre puis qui partent de zéro. Là, il n'y a même pas de maison là, sur la terre. Attends un petit peu, je vais reprendre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est... Voyons, excusez-moi. C'est juste une liste de ce qui ressortait. Là. On est questionné quels ont été les investissements que vous avez dû faire suite à l'achat de la terre. Fait qu'on voit, bon, il y en a qui ont carrément construit des bâtiments pour le conditionnement, l'entreposage des chambres froides. Le système de drainage, souvent, c'est à faire. C'est important en production fruitière. Fait que beaucoup ont fait ça. Besoin en irrigation, donc certains ont dû creuser un étang, faire creuser un puits, tout installer le système d'irrigation, des clôtures à chevreuil, les systèmes de palissage là, pour les cultures qui sont palissées ou tutorées, des oiseaux, des filets pour les oiseaux ou des filets à insectes, bon, tracteurs, équipements spécialisés, des outils de récolte. Donc, il y a souvent beaucoup d'investissements à faire dès le départ, puis il y en a plusieurs de ces investissements là-dedans qui sont assez coûteux. Là. Bon, c'est pas... c'est des éléments qu'on voit en agriculture. Ce n'est pas nécessairement spécifique à la production fruitière, mais il y a souvent quand même des investissements assez importants dans le démarrage d'une ferme fruitière. Là. C'est ce qu'on observe. On avait des personnes qui étaient dans des motels agricoles. Donc, je fais une petite parenthèse sur des fois, quand on loue une parcelle dans un motel agricole, souvent on a accès à de l'équipement, de l'espace dans une chambre froide, des tracteurs, de l'appareil pour travailler le sol. On peut avoir accès à l'étang d'irrigation moyennant qu'on installe notre système. Là, c'est variable selon les motels, mais souvent on s'implante dans un motel, il y a aussi des équipements là, qui sont partagés ou qui vont être disponibles en location. Fait que c'est une particularité pour les motels. Je vous présente ici les actifs, dans le fond, qui est corrélé à la valeur des investissements. Donc, les gens, quand ils achètent une ferme, ben, ce qui gonfle la valeur de la ferme, c'est souvent la maison, la valeur de la terre elle-même, sans surprise. Et ensuite, les bâtiments, les tracteurs, les équipements, c'est assez standard là, ce qu'on voit dans
les petites entreprises agricoles. Ça ressemble à ça chez les maraîchers aussi, avec qui j'ai travaillé. Mais quand même, l'installation du verger, ça va être dans les dizaines de milliers de dollars. Si on veut un système d'irrigation, ça va être dans les dizaines de milliers de dollars. Chambre froide, etc. Donc, c'est quand même, si on veut être bien installé en culture fruitière, là, il faut prévoir des investissements importants, même si on a accès à une terre qui n'a pas coûté très cher. Là. Si on a une valeur de terre, une maison où il n'y a pas de maison sous la terre, c'est pas très cher, mais on a quand même des dizaines de milliers de dollars d'investissement qui nous attendent, ne serait-ce que pour installer le verger, le palissage, l'irrigation et les structures d'entreposage. Donc, parlons maintenant un peu des enjeux financiers et des enjeux de rentabilité là, que vivent les entreprises fruitières en démarrage. Je pense que la première, qui est probablement la plus majeure, c'est que quand on démarre une entreprise fruitière, on a énormément d'investissements à faire avec aucun revenu. Les revenus vont arriver, tout dépendant des productions, là, dans les plus courtes, peut-être après 2, 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans, tout dépendant des productions. Donc, beaucoup d'argent qui sort, pas beaucoup d'argent qui rentre ou pas d'argent qui rentre. Donc, ça, c'est le défi principal quand on démarre une production fruitière à partir de zéro. Ensuite de ça, ben, ça vient un peu avec ça, mais la gestion des liquidités, souvent les propriétaires vont investir beaucoup au début, donc ils vont mettre une mise de fonds, fait que souvent après tous ces investissements-là, on va se retrouver que bon, il y a des dépenses à faire pour les années qui suivent, mais on n'a plus beaucoup de liquidités. Donc, de prévoir ça, puis d'avoir, il y en a qui vont pallier à ça avec une marge de crédit, mais la gestion des liquidités là, dans le démarrage, là, c'est quelque chose qui revenait souvent dans les discussions. Euh, Ensuite de ça, ben, quand on est dans production fruitière, surtout quand on est spécialisé dans une culture, ben, les revenus sont dans une très courte période. Il y en a qui font leur année en 3 semaines. Là, en production fruitière, les récoltes se passent pendant 3 ou 4 semaines, puis c'est là que tout se passe pour l'année. Donc ça, c'est quand même un enjeu aussi là, pour les entreprises en production fruitière. Euh, l'inflation et le contexte post-COVID, c'est revenu souvent dans les entrevues. On le sait, là, on connaît tous le contexte de l'inflation en ce moment, mais ça a quand même un impact où bon, les terres étaient chères, mais là, tout est plus cher. Les intrants sont chers, les prix ont augmenté dans tout. Il y a même qui disaient que les données technico-économiques qu'on a ou les ACDEX ne sont plus à jour à cause de ça, parce que les prix ont augmenté très vite. Donc, quand on essaie de faire des budgets ou des prévisions, on a fait nos plans d'affaires il y a quelques années, mais là, on arrive, on est en production, puis c'est plus la même réalité au niveau des coûts, là, des dépenses qu'on a annuellement. Ça, c'est revenu. Ensuite de ça, ben, les taux d'intérêt qui ont augmenté, donc que ça a un impact sur les paiements qu'on a à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important en ce moment. Il y en a qui ont bon, ça a été un enjeu pour eux de ne pas réussir à avoir la prime à l'établissement, entre autres parce qu'ils étaient euh, qu'ils avaient en haut de 40 ans. Donc, ça facilite quand on est capable d'avoir accès à la prime à l'établissement qui peut être jusqu'à hauteur de 50 000 dans certains cas. Donc, pour faire des investissements de départ, mais ça donne un bon coup de pouce. Plusieurs n'ont pas été capables d'aller chercher cette prime-là. Et plusieurs aussi ont eu de la difficulté à obtenir certaines autres subventions ou programmes d'aide, pour différentes raisons. Là, bon, la garantie de prêt n'a pas été acceptée au niveau de la financière agricole ou bien ils n'ont pas été capables d'aller chercher le soutien aux travailleurs autonomes ou bon, c'est des subventions qu'on connaît, mais des fois on prévoit ça dans notre plan d'affaires. Puis là, ben, des fois, ça s'est avéré qu'ils n'ont pas été capables d'obtenir ça. Euh, donc, ça, c'est toi, Jean-François?
Ah, excuse-moi, je n'étais plus synchronisé, je ne voyais pas que tu étais rendu à la prochaine. Oui, je vous présente un portrait là, de l'endettement des entreprises. Donc, je rappelle qu'on a 25 entreprises. Environ 2 tiers ont des prêts auprès d'institutions financières. J'ai séparé ceux qui étaient sous garantie de prêt de la financière agricole là, pour voir s'il y avait des meilleurs taux d'intérêt. Ça semble être le cas en moyenne légèrement. Ceux qui sont sous hypothèque, on voit que les taux sont quand même élevés là, 7% pour des taux hypothécaires, dans les 10% pour les autres prêts auprès des institutions financières. Là, si on a un tracteur à 50 000 financé à 10%, ça fait quand même des charges d'intérêt assez élevées. Marge de crédit utilisée par environ le tiers des entreprises. Je me serais attendu à plus, étant donné les défis de liquidité là, que ça représente travailler dans ce secteur-là. On remarque qu'il y en a quand même un certain nombre qui obtiennent des prêts là, de sociétés SADC, Sociétés de développement des communautés, c'est comme les CLD, mais au fédéral, ou de CLD, souvent des prêts à 0%, quelques prêts de l'entourage des entrepreneurs. Voilà. Donc, d'autres enjeux financiers qu'on voyait, plusieurs dépenses imprévues, des fois ou à coût plus élevé. On n'avait pas prévu ça dans notre plan d'affaires. Les rendements qui sont plus bas, il y avait un conseiller là, qui nous disait, euh, quand il nous présente les plans d'affaires, tout le monde surestime les rendements, tout le monde sous-estime le temps et les dépenses. Donc, souvent, des fois, on fait des prévisions un peu optimistes. C'est pas toujours ça qui arrive. On est en agriculture, donc la variabilité des rendements d'une saison à l'autre, bon, c'est vrai en agriculture en général. En production fruitière, ben, on a en plus les aléas climatiques. Des fois, là, ça peut aller jusqu'à perte totale là, dans l'année où il y a des cultures aussi qui font de l'alternance. Donc, on voit ça, ça joue aussi sur la viabilité financière. Euh, les marges sont petites, on travaille fort en agriculture, puis on n'a pas des marges énormes. Donc, quand on a des pertes comme ça, là, imprévues, ben, ça joue là, gros sur l'année financière. Là. En gros, la plupart des entreprises n'ont pas encore atteint la rentabilité là, dans celles qu'on a interviewées. On a demandé à nos participants si s'ils aspiraient ou s'ils pensent vont atteindre éventuellement, là, qu'ils vont réussir à vivre de l'entreprise. Donc, on a cru bon de préciser un peu là, c'était quoi vivre de l'entreprise. Donc, on leur a demandé, pensez-vous, je vous montre ici en haut à droite, tiens, je vais prendre le contrôle, vous verrez mon curseur. Pensez-vous arriver à rémunérer décemment votre temps, mais devoir continuer à travailler à l'extérieur? Donc, on a environ le tiers des entreprises là, qui se situaient là-dedans. Ici, en bas à droite, ceux qui ne pensent pas arriver à rémunérer leur temps, mais que c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de travailler à l'extérieur parce qu'ils ont des revenus de placement ou de rente. T'en as environ le quart qui pense être capable de rémunérer leur temps et ne plus avoir à travailler à l'extérieur. Et la balance, là, ceux qui pensent être capables de rémunérer leur temps, mais vont continuer par choix à travailler à l'extérieur à temps partiel. Donc, si je résume, on a quand même à peu près le 2 tiers des entreprises qui ne pensent pas réussir à éventuellement vivre uniquement qui ne pensent pas être capables d'éventuellement rémunérer adéquatement leur temps passé à travailler sur l'entreprise.
Donc, en lien avec ça, c'est ce qu'on remarque, la difficulté à se dégager un salaire pour la majorité des entreprises qu'on a passées en entrevue. La plupart ne se versent toujours pas de salaire, même quand le verger est en pleine production. Quand on avait une question sur la satisfaction, êtes-vous satisfait des revenus du salaire? La plupart nous disaient qu'ils trouvaient que c'était insuffisant. Bon, après, il y a différents enjeux, mais c'est ça la satisfaction de leur salaire. Effectivement, si personne n'a de salaire, ça vient avec. Puis très peu tirent leur revenu principal de l'entreprise agricole. Donc, la plupart, vont trouver un bénéfice économique essentiellement dans l'accumulation, de valeur, puis ça devient un investissement. Il faut dire aussi qu'il y avait une partie de nos répondants qui sont c'est une deuxième carrière ou c'est des retraités, donc pour qui l'enjeu de rentabilité n'était pas un critère nécessairement important. Donc, l'entreprise n'est pas nécessairement montée et gérée pour aller chercher un salaire. Je te laisse aller, Geoffroy, c'est toi qui as le contrôle. Ce qui corrobore un peu ce que je montrais au graphique précédent. Je vous présente ici comment se déploie dans le temps le travail que nécessite l'entreprise et les revenus que ça apporte. Donc, sur l'axe vertical à gauche, on a la valeur en montant d'argent. La ligne mauve, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. En jaune, c'est le temps de travail des propriétaires consacré à l'entreprise sur l'axe de droite. Donc, et en bleu en bas, mais le bénéfice et la rémunération des propriétaires. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même, on parle d'environ 1000 heures par année dès le début mis par les propriétaires et ça va augmenter progressivement. À partir de l'an 5, 6, 7, là, on a une bonne croissance des revenus de l'entreprise, du chiffre d'affaires, donc le verger commence à produire et conséquemment, le temps de travail des propriétaires augmente considérablement aussi. Et à partir de l'an 6, on peut voir là, qu'on commence à tomber dans un bénéfice net positif, en tout cas en moyenne, et les propriétaires commencent à pouvoir se rémunérer un peu, mais on remarque la hauteur des montants d'argent que ça représente, là, ça demeure quand même très faible là, comme bénéfice net et comme rémunération des propriétaires. Ici, je compare le travail sur la ferme, donc la ligne en verte, et le travail que les propriétaires doivent faire à l'extérieur en rouge. Et comme on peut s'y attendre, à mesure que l'entreprise avance dans le temps, tombe en production, les heures travaillées à l'extérieur diminuent et les heures travaillées sur la ferme augmente. Donc, à partir de l'an 6, en moyenne, les gens vont se mettre à travailler davantage sur la ferme que dans leur emploi. Malheureusement, dans les 5 premières années, c'est souvent pas le cas où les gens se consacrent même pas à temps plein là, à leur entreprise. Je vous fais remarquer qu'ici, là, comme écrit en haut, c'est par propriétaire, donc ce n'est pas un nombre d'heures total sur l'entreprise, mais chacun des propriétaires individuellement. On peut remarquer aussi que en additionnant les deux, on arrive quand même à des 2500 heures environ au total, là, à travailler à la fois sur l'emploi et sur la ferme. Donc, ça fait du 50 heures par semaine à l'année longue. C'est quand même beaucoup de travail. Et même à l'an 9, là, on voit des 2000 heures, donc du temps plein. 2000 heures, c'est 40 heures par semaine sur 50 semaines. Mais avec quand même une moyenne d'autour de 1000 heures travaillées encore à l'extérieur. Donc, beaucoup de travail. Je tombe maintenant dans les aspects techniques. On voulait un peu recueillir de l'information. Je vois l'heure, je passe ça rapidement. On voulait recueillir de l'information sur les aspects techniques pour essayer de voir si on pouvait expliquer là, les rendements. Donc,
La plupart fertilisent, mais on voit qu'il y a des opérations là, comme la taille on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient faites par toutes les entreprises, mais on a presque la moitié qui semble ne pas faire de taille. Les filets sont peu utilisés aussi. Et on a demandé aux gens s'ils étaient satisfaits de leur rendement. Ici, en bas à gauche, là, bon, à peu près la moitié était satisfait de leur rendement. Mais le 2 tiers qui pensent que leurs rendements sont quand même dans la moyenne. Et on leur a demandé, là, je ne vous les lirai pas, je vais vous laisser consulter ça là, à votre guise, mais on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez qui explique vos rendements et ce qui explique positivement les rendements. Là, ben, en premier lieu, c'est un bon entretien, ensuite de ça, l'irrigation. Et on a leur perception de qu'est-ce qui cause leur mauvais rendement. Encore là, il y a beaucoup d'éléments différents là, qui ont été nommés. Et on leur a aussi demandé quels moyens pensez-vous permettraient d'améliorer les rendements. Et un peu curieusement, parce que tous fertilisent, c'est la meilleure fertilisation qui revient en premier. Et on leur a demandé aussi avec quoi ils fertilisent. Donc, la majeure partie fertilise avec du fumier de poule séché et quand même presque la moitié là, des engrais de synthèse. Il faut penser qu'environ le tiers des entreprises là, sont bio et ne peuvent pas en utiliser. Et les autres sources de fertilisation sont marginales. Donc, pour terminer, je vais vous parler un peu de stratégies, initiatives qui ressortaient. Je vais essayer de faire rapidement pour qu'on ait le temps un peu pour des questions. Mais en gros, ce qui ressortait, ce qui revenait souvent, développer l'agrotourisme à la ferme, diversifier les cultures pour étaler la saison, diversifier l'offre, diversifier aussi les canaux de mise en marché, faire de la transformation pour avoir une valeur ajoutée et valoriser les déclassés. Trouver des partenaires d'affaires, donc pas nécessairement des partenaires sur le terrain, mais des partenaires qui veulent investir dans l'entreprise. Être plus de partenaires ou plus d'actionnaires, ça égale souvent à plus d'aide financière, une par partenaire. Souvent, la personne fait la différence. Ça revenait souvent. Donc, être un bon gestionnaire, là, ça revient souvent dans les discussions, surtout chez les conseillers, je dirais. Développer l'entreprise progressivement, y aller doucement, puis puis injecter l'argent sans trop se ruiner dès le départ, puis y aller vraiment progressivement, puis tester des affaires, ça revenait. Bien gérer les investissements, c'est de louer quand on peut au lieu d'acheter, par exemple. Travailler à l'extérieur, ça revenait, ou avoir un conjoint qui travaille à l'extérieur ou une conjointe qui travaille à l'extérieur. Être accompagné par des conseillers en agronomie, oui, pour le technique, mais en gestion, en finance, ça fait une grosse différence, on le voit là, pour ceux qui sont accompagnés. Peux-tu changer, Geoffroy? Ça reste encore, oui. 2 exemples. Ce qui revenait souvent, c'est essayer de, justement, par l'autocueillette ou les kiosques à la ferme ou des produits transformés, c'est d'attirer les gens à la ferme. Donc, 2 exemples d'agrotourisme intéressants qu'on voyait, qu'on a discuté. C'est une qui a développé une pizzeria pendant les marchés ou pendant l'autocueillette. Ils ont carrément une pizzeria à la ferme. Ils vendent beaucoup de pizzas, c'est devenu super populaire. Puis au final, la pizzeria est plus rentable que l'entreprise fruitière, mais bon, ça aide à avoir une viabilité. Une autre qui ont développé une crèmerie là, sur place où ils vendent de la crème glacée, de la crème molle, faite avec entre autres des fruits de la ferme. Puis ils vendent d'autres produits transformés en même temps. Fait que les gens se déplacent, ça devient une activité familiale, donc dépensent peut-être plus d'argent là, dans ce moment-là que de juste aller acheter un sac de pain. Quelques petites pistes de solutions là, qui ont été discutées là, en lien avec ça. C'est d'ouvrir l'aide financière aux plus de 40 ans, entre autres pour la prime à l'établissement. Ça revenait souvent les discussions là-dessus. Parce qu'on voit beaucoup de démarrages là, après 40 ans. Des fois, c'est des jeunes familles, mais ils sont dans la quarantaine, puis là, ils n'ont plus accès. Adapter le financement aux années de démarrage et faciliter le processus pour les demandeurs. Les assurances stabilisation, assurance récolte pour les petites superficies, ce qui n'est pas souvent facile à aller obtenir.
Bon, faciliter l'accès à la terre, là, tous les dossiers avec la CPTEQ pour mieux répondre aux besoins des petites fermes. Ce qu'on voyait aussi, c'est que souvent, il y en a qui ont des grandes terres, mais c'est une petite superficie en culture pour les fruits. Fait que c'est peut-être que les morcellements, tout ça, ça pourrait être une avenue, en tout cas. Puis au niveau des connaissances en production fruitière, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Donc, mobiliser les acteurs du milieu pour mieux connaître les cultures émergentes, entre autres, des initiatives pour faciliter l'entraide, le partage de connaissances, là, comme on voit dans le maraîchage, par exemple, le RJME, Wikimaraîcher, ces choses-là. Bon, puis plus de recherche, formation, petit transfert, c'est ce qu'on essaie de faire, finalement. Fait que j'ai passé vite un peu, je voulais qu'on se garde du temps pour les questions, là, ça a été plus long que prévu. Merci d'avoir été attentif tout ce temps-là. On passerait maintenant, si vous avez des questions, je sais qu'il y en a eu dans la conversation, mais vous pouvez poser vos questions au micro si vous en avez. Je vous invite également à allumer vos caméras si possible. Merci beaucoup. On aurait une question. Louis-Philippe. Salut, merci beaucoup pour la présentation, vraiment intéressante. Vous avez parlé pendant un moment des motels agricoles, mais il n'y a pas vraiment de résultats qui sont venus par rapport à ça. Donc, autant motel agricole que peut-être mutualisation de certains équipements, est-ce que c'est des pistes qui ont été soulevées aussi? Oui, clairement. C'est sûr que c'est des initiatives qui sont jeunes encore. Fait que, comme tu dis, on n'a pas encore beaucoup de données. Puis, il y a des entreprises fruitières qui sont en démarrage sur des motels agricoles. Mais encore là, c'est ça, sont pour la plupart encore dans des années de démarrage. Je pense que la mutualisation d'équipements, c'est clairement, entre autres pour la transformation ou on parle de CUMA, là, de coop d'utilisation de machinerie agricole, mais même pour la transfo. Clairement que. Puis on en a discuté, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement mis l'accent, mais ça revenait dans les discussions, là, ça, d'essayer justement de mutualiser des trucs là, pour limiter les investissements. Parce que c'est ça le gros défi, là, c'est les gros investissements dans les premières années avec pas de revenus. Je ne sais pas si ça répond. C'est quelque chose qui est connu, c'est ressorti. Mais c'est des solutions qui existent. Elles méritent à être davantage connues. Mais après ça, ben, ce qu'on veut, je rappelle, l'objectif du projet, c'est bientôt de faire des ateliers de réflexion pour penser à des solutions, comment on va plus loin pour répondre à ces besoins-là. Merci beaucoup, Louis-Philippe. On a une question d'Alexandre et ensuite de Sophie Martel. Oui, donc dans le fond, moi, c'était pour au sujet de l'atteinte à la rentabilité. Je me demandais c'était pourquoi que le monde n'arrivait pas à arriver à subvenir à vivre de ça, justement. C'est-tu à cause de l'endettement qui est trop élevé et qu'ils n'arrivent pas à repayer ou parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits parce qu'ils n'ont pas de canaux ou même qu'il y a d'autres raisons, dans le fond? Ben, je pense que le volume, ça prendrait un plus grand volume de production, probablement. La marge est assez petite. On n'a pas décortiqué dans le détail les charges des entreprises par rapport aux revenus de vente de fruits, mais on se doute que la marge est insuffisamment grande pour couvrir tous les coûts fixes. Donc, après ça, comment on fait pour amener ça à une échelle plus grande, considérant que les marchés sont pas, on ne vend pas à la bourse, on ne peut pas vendre à l'infini des produits au même prix, là. Donc, si on upscale la production en augmentant les surfaces, ben là, on se heurte à des problèmes de main-d'œuvre et il va falloir vendre à des grossistes souvent, donc les prix sont beaucoup moins élevés, la marge moins intéressante. Donc, c'est complexe, là, le système. Je n'ai pas de réponse unique, précise là, à apporter à ça. Moi, je voudrais compléter aussi par rapport à ça. Il y en a qui ont atteint la rentabilité. Je pense qu'il y a aussi le biais dans ce résultat-là de notre échantillonnage. On a questionné seulement des entreprises qui ont moins de 10 ans. Si on avait questionné des entreprises plus vieilles ou mieux établies, puis qu'on on leur aurait parlé des défis lors de leur démarrage, peut-être que ça aurait été différent. Donc, peut-être c'est long avant d'atteindre la rentabilité, ça on le remarque, mais aussi il y avait quand même plusieurs entreprises que le modèle
était conçu ou a été développé, puis je pense qu'il ne pourra jamais atteindre la rentabilité parce que le projet est à trop petite échelle ou c'est à temps partiel, entre autres. Donc, l'entreprise fait ses frais, on arrive à dégager, on ne perd pas d'argent avec le projet, puis ça devient une activité, puis on monte un actif. Mais il y a ça aussi, là. Je pense qu'il ne faut pas retenir que ce n'est pas possible de rentabiliser une entreprise fruitière. Je pense qu'il y a le biais de notre échantillonnage là-dedans là, aussi. Sophie? OK. Ben, il y a peut-être aussi un lien avec les rendements. Tantôt, vous parliez que les rendements étaient en deçà de ce qui était dans leur plan d'affaires. C'est sûr que si les rendements ne sont pas très élevés, c'est dur d'atteindre une rentabilité. Mais au-delà de ça, ma question, c'était, Philippe, tu as terminé en disant, on voit qu'au niveau technique là, de la production de fruits, il y a encore beaucoup à faire, mais au niveau gestion, est-ce que ces gens-là sont... On voit qu'ils disaient que c'était important la gestion, mais sont-ils formés comme gestionnaires? Est-ce qu'ils trouvent ça important? Est-ce qu'ils voient qu'ils ont des lacunes en termes de capacité de gestion aussi? C'est une super bonne question. Puis, la plupart n'étaient pas formés. Ou, on le voit, là, je pense qu'on le voyait au début là, dans un des graphiques que Geoffroy présentait. Beaucoup ne sont pas formés, beaucoup n'ont pas d'expérience lorsqu'ils démarrent. Il y a un des conseillers qui disait aussi, un conseiller à la relève qui me disait, des fois, ils viennent consulter, puis tout est déjà implanté. Donc, puis ça, on ne le dira jamais assez, mais il y a aller chercher du conseil, aller chercher les conseillers au MAPAC, là, c'est un service gratuit, là, on a accès à ça et ils aident à faire les plans d'affaires. C'est sûr que quand les élèves qui passent 3 ans dans une technique en gestion d'entreprise agricole, généralement, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais on voit beaucoup ça. Ça fait que ça joue, quand le conseiller qui dit il surestime les rendements, sous-estime le temps de travail, sous-estime les charges, souvent des gens qui n'ont pas nécessairement fait, ils n'ont pas beaucoup d'expérience puis qui n'ont pas fait une formation là-dedans, là, pour être prof au cégep, je sais à quel point nous, on martèle ces affaires-là pendant 3 ans, on leur casse les oreilles, là, à un moment donné, ça finit par rentrer. Là. C'est difficile d'étudier la capacité de gestion. On doit se fier aux auto-appréciations là, des exploitants, mais une chose qu'on a eu la chance de remarquer, c'est que quand on demandait aux exploitants d'auto-évaluer leur performance, on a remarqué qu'il y en a qui étaient bien formés, qui avaient beaucoup d'expérience, qui s'estimaient moins bons que ceux qui en avaient aucune expérience, aucune formation. Il y a peut-être un effet Dunning-Kruger là, qui s'applique, où les gens qui connaissent moins ça pensent qu'ils sont peut-être meilleurs qu'ils le sont en réalité. Mais c'est quelque chose qui est difficile à étudier. Bon point. Merci, Geoffroy. On prendrait 2 dernières questions. Alors, on a une question de Félix ici. Oui, ben, vous avez un peu effleuré le sujet déjà. Là, moi, j'étais curieux de voir pour les différentes entreprises. Là, on a beaucoup parlé du côté des dépenses, mais du côté des revenus. Qu'est-ce qu'en était des volumes produits au-delà des rendements, puis ces volumes-là produits, quel prix moyen on allait chercher, via quel canal de distribution, autocueillette, ou c'était-tu vente au marché, ou bien c'était régie biologique versus conventionnelle. Je me demandais comment ça se passait de ce côté-là. On va voir ça. On va aborder ces questions-là en détail le 5 décembre là, sur le webinaire sur la mise en marché. À date, on n'est pas suffisamment loin dans l'analyse pour que je vous donne rapidement là, des réponses rapides à ça. Là. On leur a demandé les rendements, mais étant donné qu'on n'a même pas tant de références fiables pour la plupart des productions, là, c'est comme difficile d'apprécier. Est-ce que les rendements sont adéquats? Est-ce qu'ils pourraient être plus? Fait que c'est pas évident, mais pour tout ce qui est volume produit, prix, canaux de mise en marché, là, on va aborder ça le 5 décembre. Okay. Vous pouvez nous écrire si vous avez des éléments spécifiques que vous aimeriez qu'on aborde dans nos 2 prochains webinaires. Là,
On fera un petit suivi par courriel. Là. Vous pourrez soit nous écrire ou on va peut-être vous proposer un petit sondage là, dans lequel vous pourrez noter là, vos questions. Justement, avant de prendre la dernière question, est-ce que vous aviez complété, Félix? Juste un dernier point, peut-être, là, à mentionner vive voix. J'étais curieux parce que les coûts de production, c'est une chose, mais j'étais curieux de voir les différentes entreprises, comment ils avaient établi leur prix. Est-ce que c'était tout de façon intuitive par rapport à ce que d'autres faisaient déjà à proximité, ou il y avait vraiment une méthode calculée, d'une part, puis quelle était leur perception, peut-être c'est peut-être plus qualitatif comme question, mais la perception de leurs clients par rapport au prix qu'ils payaient cher, pas assez cher. C'est quelque chose de curieux, en fait, parce que tout dépend des clients, là, en bout de ligne, comment les gens sont prêts à payer. C'est ça en fait, qu'est-ce que les clients veulent payer pour quelle qualité? C'est ça le gros nœud, je pense, du problème moderne. Mais... Je pense que c'est vraiment c'est des bonnes questions que tu poses. C'est vraiment des aspects qu'on va aborder dans le webinaire sur la mise en marché. Il y a des réponses qui me viennent, mais vu l'heure, tout ça, il y a un paquet de facteurs qui influencent là, sur ta question. Que ce soit le modèle de l'entreprise, la culture ou les produits qu'ils ont à vendre. Est-ce qu'ils ont les canaux de mise en marché? C'est très variable. S'il y en a qui font de l'argousier qui est vendu en vrac à des transformateurs versus des kiosques à la ferme ou en autocueillette ou des produits transformés, on est dans un range. Donc, il y a beaucoup d'éléments là, dans cette question-là. On va prendre le temps d'en parler dans le webinaire là, sur la mise en marché. Donc, je t'invite à venir. Je vais être là. Merci. Merci, Félix. J'avais promis une dernière question pour Benoît Pellerin, si vous pouvez faire ça rapidement. Puis après ça, on va se quitter là-dessus pour respecter notre temps d'antenne. Parfait. Désolé, j'ai pas de caméra. M'entendez-vous? Allô? Oui, on t'entend. Parfait. Merci. Bon, un premier commentaire, c'est quand vous avez parlé des financements et des subventions, on voyait que la plus grande quantité de subventions arrivait vers les plus vieilles années, vers 8-9 ans. Est-ce que c'est en lien au fait que la plupart des subventions, ça prend un certain pourcentage d'argent pour avoir l'autre pourcentage en subvention? Puis les gens qui démarrent n'ont pas nécessairement cet argent-là comme pour aller chercher la subvention. Tu veux-tu répondre, Geoffroy, puis je vais compléter après. Ben, si tu es capable de commenter là-dessus déjà, on a demandé d'où provenaient les subventions, mais ça, c'est un peu des réponses qualitatives, puis on n'a pas pris le temps de les noter, là, puis d'évaluer qu'est-ce qui revient le plus souvent. Je peux essayer de jeter un coup d'œil pour essayer de voir si je peux répondre à ça rapidement, mais ça va me prendre une minute. Là, fait que si tu veux, Philippe, commenter. Non, mais je peux te donner une partie de la réponse. Je te renvoyais la balle parce que c'est un graphique que tu as monté. Je ne connais pas la donnée, mais ce qu'on voit, c'est certain que si on parle de la prime à l'établissement qui est une subvention, ça arrive au début. Après ça, il y a plusieurs subventions qu'on doit être en production, les programmes au niveau du MAPAC, puis tout ça, pour aller chercher d'autres subventions. Il y a ça. Oui, il y en a des subventions où tu dois investir une partie. Mais est-ce que c'est ça? Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation avec l'âge de l'entreprise plus que la capacité d'injection. Mais clairement que au début, ce qu'on a accès souvent, c'est prime à l'établissement puis des petites subventions de démarrage là, qui vont être dans les SADC ou les MRC qui sont souvent ouverts à différents types d'entreprises, peu importe. Puis après ça, on tombe dans les différents programmes gouvernementaux pour les entreprises qui sont en production. Fait que moi, c'est ce que je pourrais dire là, pour ce qui ressort des entrevues. Pour les chiffres que Geoffroy a présentés, là, je ne peux pas répondre. Il faudrait que... Parfait. Puis peut-être juste un dernier commentaire vite, là. On démarre une entreprise, il faut qu'on ait tous les chapeaux, il faut qu'on soit producteur, il faut qu'on soit gestionnaire. Puis moi, j'ai essayé de me démarrer du mieux que j'ai pu. Je me suis entouré du monde du MAPAC, j'allais voir les données du crack. Puis on a pris les données du crack pour ma production. On a vu le pire. On a dit, bon, ça va coûter le double que ce que c'est écrit. On va avoir la moitié du rendement, puis on va vendre la moitié du prix qui est écrit. C'est comme vraiment pessimiste. Mm-hmm. Puis c'était encore shooté au-dessus de ce qui arrive en vrai. Puis je pense pas que je suis un mauvais producteur. Ouais.
Ben, je trouve ça vraiment pertinent, ton commentaire. Puis, je suis content que tu reviennes là-dessus parce que je l'ai shooté vite tantôt. Puis, moi, je trouve qu'est-ce qui est drôle là-dedans dans les entrevues, les conseillers, plusieurs disaient, ils surestiment tous les rendements. Puis, quand on parle aux entreprises, ils disent tout, les conseillers me disaient que ça allait donner 4 kilos par plan, puis c'est jamais ça qui est arrivé. Fait que, là, qu'est-ce qui dit vrai là-dedans, tu sais, puis il y a une affaire avec les rendements, des fois, c'est difficile à estimer. Je parlais avec un conseiller qui a suivi beaucoup d'entreprises, puis il me disait, tu sais, quand quelqu'un se fie à des rendements par plan, puis fait fois le nombre de plans qu'il y a, ben là, des fois, ça biaise, tu sais, parce que c'est quoi l'espacement entre tes plans, c'est quoi la fertilité? Fait que, tu sais, des rendements par plan, là, c'est super dangereux, là, dans un plan d'affaires. Des rendements par hectare, ben là, tu vas être capable d'avoir un peu plus l'heure juste, mais, tu sais, c'est des stats de même, là, je pense que c'est difficile pour tout le monde de jongler avec ces chiffres-là parce qu'il y a tout le contexte de l'entreprise aussi qui vient avec. Là. Fait que c'est pas parce que des fois, il y en a que c'est des super bons producteurs, puis bon, ils atteignent pas ce qu'ils avaient pensé, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Puis, fait que c'est complexe aussi, là, cet élément-là. Ben, En 30 secondes, la prime à l'établissement, à ma connaissance, ça se donne en deux parties. Une moitié dès le départ et ensuite de ça, il faut, je pense, être à temps plein sur l'entreprise ou qu'elle commence à dégager des revenus. Fait que ça va arriver seulement à l'an 5-6. Quand je regarde les programmes de subvention mentionnés, là, il y a programme territoire productivité qui revient souvent, programme proximité et programme établissement. C'est les programmes relève agricole, c'est ça qui revient souvent. Là. Territoire productivité, je ne le connais pas, je ne sais pas exactement c'est quoi ces barèmes. Là. Je pense que c'est un programme du MAPAC qui n'existe plus, si je ne me trompe pas. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier tout le monde. D'abord à nos chercheurs. Je suis désolée de vous couper comme ça. Je sens qu'on avait un bel engouement. Mais c'est tant mieux parce qu'on a deux belles invitations encore pour vous. Donc, la semaine prochaine, même jour, même heure, on va parler de main-d'œuvre. Et la semaine suivante, on va parler de la mise en marché. On avait déjà des questions pour ça. Donc, en terminant, ben, merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup Geoffroy. Merci à toute l'équipe, à Audrey et à Mélodie qui ont pris le temps de répondre aux questions également dans le clavardage et à toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Je vais en profiter aussi pour remercier les partenaires collaborateurs au projet. On n'est pas tout seul là-dessus, soit Culture Innove, la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, le Centre de recherche et développement technologique agricole de l'Outaouais et le modèle agricole des Basques. Je vous rappelle que ce webinaire ainsi que le projet de recherche-action a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur via le programme avec la contribution financière du ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis vous inscrire au prochain webinaire. Nous avons glissé dans le clavardage les liens d'inscription. On va vous faire parvenir un petit sondage dans lequel on va vous inviter à glisser si vous avez d'autres questions, d'autres sujets pertinents que vous voudriez, des questions sur lesquelles on devrait insister dans les deux thématiques des prochaines semaines. Et puis, on en profitera par la même occasion pour glisser la présentation PowerPoint. Donc, ou même sur d'autres thématiques, on verra si on est capable de les insérer. Exactement. Ben, c'est tout pour nous aujourd'hui. On espère vous revoir encore en grand nombre la semaine prochaine. Puis, merci beaucoup encore à tous nos participants. C'était vraiment intéressant et enrichissant de discuter avec vous aujourd'hui. Merci Kathleen de Merci l'animation. d'avoir été là, tout le monde. Merci. Merci tout le monde. À la prochaine.